Dames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de votre position sur notre petite planète bleue. Tout l'honneur et le plaisir est pour moi de vous retrouver dans cette vidéo inédite, un masterclass consacré aux élections en République démocratique du Congo, qui a comme titre la face cachée des élections en République démocratique du Congo, bien sûr, avec un sous-titre comment réussir notre démocratie. Alors, pour cela, je vous propose que nous puissions faire un petit voyage, hein. Donc, dans la première partie, je vais vous parler de la préhistoire et de l'histoire de la RDC. Dans la deuxième partie, je vous propose que nous puissions voir quelques figures des grandes démocraties modernes. Dans la troisième partie, je vais vous parler du leadership et dans la quatrième partie, je vais vous parler de la stratégie des réussites de la démocratie congolaise. Et enfin, je vais faire une petite conclusion. Donc, serrez très bien vos ceintures parce que nous y allons sans transition. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la RDC, c'est un pays qui se situe au centre de l'Afrique. Au nord, nous avons comme frontière la République centrafricaine et le Sud-Soudan. À l'est, nous avons l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Au sud, nous avons la Zambie et l'Angola. À l'ouest, nous avons la République du Congo, mais également une frontière naturelle, l'océan Atlantique. Pour la préhistoire de la RDC, une conférence animée par un éminent professeur, hein, le professeur Wazi Nandefo, à l'université de Goma, avait animé une conférence qui avait comme sujet le Nord Kivu, berceau de mathématiques modernes. Au cours de cette conférence, il nous a démontré noir sur blanc qu'un géologue belge avait retrouvé l'os d'Ishango. L'os d'Ishango, c'est quoi? C'est tout simplement un os sur lequel on trouve les quatre signes d'opération mathématique, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et on y trouve également les nombres de 1 à 9. Cela démontre que les génies, le plus grand génie, l'ancêtre de tous les génies mathématiciens, a vécu au Congo en RDC. Et donc, pour les personnes qui pensent que notre entrée à modernité fait à ce que notre pays soit ce qu'il est aujourd'hui, eh bien, le génie de tous les mathématiciens était un ancêtre des Congolais, d'après ces recherches. Mais également, il y a également l'os le plus long de l'être humain a été retrouvé également à Ishango. Ishango, c'est un site touristique qui se trouve au nord Kivu, dans le parc national du Virunga, dans son secteur nord. Donc, si vous voulez y aller un jour pour mener des recherches, ça vaut la peine. Je dis cela pour aussi tirer votre attention sur le fait que l'histoire de la RDC, à principe, ne commence pas avec la conférence de Berlin à 1885, mais qu'avant, bien avant cette conférence, au Congo-Kinshasa, il y avait une population, il y avait des génies qui y vivaient, il y avait une structure organisée. C'était bien sûr le royaume Congo. Alors, nous allons maintenant avec un autre point de vue de l'histoire occidentale. La conférence de Berlin, animée en 1884 jusqu'à 85, avait pour mission de partager l'Afrique comme un grand gâteau entre les grandes puissances. Et à ce moment-là, notre pays a changé de nom. On l'appelait État indépendant du Congo. Jusqu'à aujourd'hui, moi je me pose la question de savoir pourquoi on l'avait appelé État indépendant. Cet État était indépendant par rapport à qui? Est-ce que c'était par rapport aux puissances occidentales? Est-ce que c'était par rapport au roi
Léopold II, est-ce que c'était par rapport à la Belgique? C'était par rapport à quoi? Je vous laisse commenter dans les chats. Et à l'issue de cette conférence, le Congo était considéré comme une entité, un champ privé à Léopold II. Et aujourd'hui, étant donné que on sait que la population congolaise n'a pas de mainmise sur ces recherches de la biodiversité, faune, flore, sous-sol, on se pose la question, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'appartient pas à un groupe qui le dirige au détriment de sa population? Tout ça, ce sont des questions que vous pouvez approfondir et qui nécessitent aussi des réponses et qui constituent également des sujets de réflexion. À ce moment-là, notre pays s'appelait État indépendant du Congo, géré comme une propriété privée de Léopold II, roi de Belge. Et cela a duré de 1900, disons de 1885 jusqu'à 1908. Depuis 1908, notre pays était donné à la Belgique. Et notre pays a changé de nom. On ne l'appelait plus État indépendant du Congo, mais on l'appelait le Congo belge. Et donc la Belgique a pris la direction du pays. Et de 1908 ou 1909, si vous voulez, jusqu'à 1960, le Congo était dirigé, colonisé par la Belgique. Et il a porté le nom du Congo belge. Et après cette colonisation, il y a eu de grandes figures de la décolonisation. Euh, Par exemple, Lumumba est beaucoup cité parce que c'était lui qui est resté comme la figure emblématique de l'indépendance de la RDC. À l'accession de notre pays à l'indépendance, certaines sources disent que Lumumba avait rapporté les premières élections. C'était donc lui qui était élu président de la République. Ça, certaines sources disent comme ça. Et qu'il avait donné sa place à Joseph Kasavubu, qui était devenu le premier président de la RDC. Mais d'autres sources aussi disent que le premier président élu démocratiquement était Joseph Kasavubu. À ce moment-là, la RDC s'appelait la République du Congo. À 1965, il y a eu un coup d'État militaire mené par Joseph Désiré Mobutu. Avec la zaïrianisation, il était devenu Mobutu Sese Seko Kukuwendu Azabaga, qui, à 1971, a changé le nom du pays, qui s'appelait Zaïre. Mobutu a dirigé le Congo de 1965 jusqu'à 1997. Après, à 1997, Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, a balayant Mobutu, qui est mort au Maroc, et le Congo a repris le nom de République démocratique du Congo. Voilà, et il a également changé les drapeaux. Je vous épargne de tous les détails sur les drapeaux qui ont changé au cours de notre histoire, dans notre entrée de la modernité. Et Joseph, disons, Laurent Désiré Kabila est mort en 2001, assassiné dans son bureau. Après son assassinat, parce qu'il est venu avec l'AFDEL, qui était une association des étrangers et des locaux. Après sa mort, le Congo est tombé dans un chaos politique. Par exemple, vers l'Ituri, il y avait l'MLC avec Jean-Pierre Bemba avec une milice. Au Nord Kivu, il y avait Moussa Nyamwisi avec l'RCD KML. Aux côtés du Goma, Rutshuru, il y avait l'RCD Goma avec Azarias Ruberwa. Et vraiment, le Congo voulait encore se déchirer en petits morceaux pour sauver la situation.
on a convoqué la conférence des Sun City pour aller résoudre la crise. À l'issue de la conférence des Sun City, on a décidé d'élire un gouvernement de transition qui avait un président et 4 vice-présidents. Le président, c'était Joseph Kabila. Les 4 vice-présidents, il y avait Azarias Robert Amanywa, il y avait, disons, Jean-Pierre Bemba Gombo, Hérodian Dombassi et Arthur Zaïdi Ngoma. Et de 2003 jusqu'à 2006, il y avait ce gouvernement d'un président et de 4 vice-présidents. Et après les élections de 2006, Joseph Kabila est passé comme président de la République. Joseph Kabila a dirigé le Congo depuis 2006 jusqu'à 2018. Voilà, il a régné et après les élections de 2018, il a passé le pouvoir à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a dirigé le Congo de 2018 jusqu'à 2023, où il y a eu, voilà, c'est même l'objet de cette vidéo, parce que c'est sous Félix Tshisekedi qu'on a organisé les élections en 2023. Voilà d'une manière un peu brève l'histoire de la RDC. L'histoire moderne, mais je vous ai aussi plongé dans une histoire qui n'est pas enseignée, qui commence d'il y a 20 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la conférence de Berlin. On ne nous parle pas souvent de comment le royaume Congo était organisé, ainsi de suite, mais vous avez quand même une idée par rapport à la progression historique de notre pays. Je voudrais vous présenter quelques grandes figures de la démocratie moderne. La photo que vous voyez devant moi, c'est le premier président des États-Unis, George Washington. Et en bas, ce sont les élections américaines, les premières élections américaines. La démocratie américaine a 2 siècles et 34 ans. L'âge de la démocratie américaine, c'est 2 siècles et 34 ans. Alors, en 2020, aux États-Unis, il y a eu encore des élections. Alors, je vais vous montrer l'image d'une démocratie qui date de 2 siècles et quelques années. Voilà en 2020. L'image de la démocratie qui date de 2 siècles. Les élections de 2020 aux États-Unis ont abouti aux émeutes, la marche. Le peuple américain a marché parce que, selon eux, les résultats des élections étaient tronqués. C'était plutôt Donald Trump qui aurait gagné les élections et que ces élections étaient volées par Joe Biden. Il n'y avait pas une autre alternative que de descendre dans la rue pour défendre ce droit. Ça, c'est une république démocratique qui date de 2 siècles et 34 ans. Ça, c'est le premier président de France, lui, Napoléon Bonaparte. Et aujourd'hui, la démocratie française, à quel âge? L'âge de la démocratie française est de 2 siècles et 15 ans. Je vais vous montrer l'image de cette démocratie en 2023. Voilà comment ressemble la démocratie française en 2023. Je vous montre ces images pour soulever une question. Est-ce que, selon les 2 modèles des grands pays démocratiques du monde, est-ce que ces pays nous montrent la bonne direction à suivre? Quel serait ou quel sera, si vous voulez, le visage de la démocratie en RDC après 100 ans? Bon, si je peux un peu diminuer l'âge, en 2100,
à quoi ressemblera la démocratie congolaise. Est-ce que ça sera ce cycle infernal des désordres et d'immaturité citoyenne tel que promu et prêché par le modèle que nous suivons aujourd'hui? Est-ce que nous ne nous sommes pas égarés du chemin? Est-ce qu'il n'est pas temps de nous arrêter, de nous asseoir et de réfléchir par rapport à la direction que nous avons prise? Je vous laisse commenter dans les chats. Ça, c'est Simon Sinek, qui est l'un des grands marketeurs de l'histoire. Dans sa réflexion, il dit, en se focalisant sur les recherches de l'entreprise Apple, parce que vous connaissez que aux États-Unis, Apple est l'une des grandes entreprises du monde. Hein. Il a dit que cette entreprise a réussi parce que elle ne se pose pas la question comment les gens achètent ces produits, mais elle se pose la question pourquoi les gens doivent acheter les produits Apple. Je voudrais répliquer la même réflexion sur les élections en RDC. Pourquoi est-ce que nous faisons les élections dans notre pays? Quelle est la cause? Quelle est la raison pour laquelle nous organisons chaque fois les élections dans notre pays? Je vais essayer de répondre à cette question me focalisant, en jetant un regard rétrospectif dans le passé. Ça, c'est le revue Le Potentiel qui avait publié la réplique de Jean-Pierre Bemba après les élections de 2006. Jean-Pierre Bemba avait contesté les élections de 2006. Il y avait eu des émeutes à Kinshasa. Les gens se sont fait tuer. Il y a une guerre qui est éclatée en pleine capitale parce que Bemba n'avait pas accepté les résultats des élections. Il pensait que Kabila avait fraudé, avait volé. C'était donc un mensonge organisé. Le deuxième image, ce sont les élections. Et pour cela, d'ailleurs, Bemba, après un certain temps, il a été convoqué à La Haye parce que sa milice avait porté préjudice aux droits humains dans la République centrafricaine. Il était emprisonné à La Haye. Je pense que vous connaissez l'histoire. En bas, c'est les résultats des élections de 2011, où Étienne Tshisekedi, le père de Félix Tshisekedi, avait à son tour contesté les résultats des élections. Il a même prêté serment chez lui à la maison parce qu'il a dit que ces élections, c'était un mensonge organisé, un bourrage électoral. Il y avait eu encore des émeutes. La population s'était fait tuer. Encore une fois de plus. Bon, on dirait comme le modèle américain. Il y avait eu de marches. Ça, ce sont les photos des élections de 2018. Martin Fayoulou, opposant, avait contesté aussi encore les résultats des élections. L'Église catholique avait même manifesté, marché dans la rue, la population s'est fait tuer, il y avait des gaz lacrymogènes, les gens ont perdu leur vie, tout simplement parce que Fayoulou et quelques témoins de l'Église catholique n'arrivaient pas à accepter les résultats des élections. Quelles leçons tirer de ces parcours? Pour quelles raisons on organise les élections? Ça veut dire, on peut conclure qu'en RDC, comme dans la plupart des pays africains, on organise les élections pour qu'au bout du compte, il y ait des manifestations, pour qu'il y ait deux camps, un président qui a réussi et l'autre qui a échoué, et que celui qui a échoué va passer son temps en train de déambuler dans les médias nationaux et internationaux pour dire qu'il est malheureux parce qu'il est victime d'un vol organisé, ainsi de suite. Et les jeunes vont encore descendre dans la rue, certains seront tués, ainsi de suite. Si c'est cela la raison pour laquelle on organise les élections dans nos pays, en commençant par la RDC, est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce qui nous garantit? La bonne question. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui
qu'au Congo-Kinshasa, après la proclamation des résultats des élections, l'opposant va accepter les résultats. Il n'y aura pas les jeunes qui se feront tuer dans la rue. Il n'y aura pas de marche. Les gens vont accepter les élections et le Congo continuera à vivre comme un pays responsable. Si après 2 siècles, les États-Unis est retombé dans le même cycle de débilité citoyenne, qu'est-ce qui garantit que cela changera en République démocratique du Congo? Voilà le scénario, un cycle infernal de débilités visibles que nous ne voulons pas rompre. C'est ça, moi je me pose la question, pourquoi nous ne voulons pas rompre avec ces cycles de débilités visibles? Où les gens s'élèvent après les résultats et disent oh, on nous a volé, alors on doit refaire le parcours électoral, soit on va détruire le pays, soit les jeunes vont se faire tuer. Alors il est temps que nous puissions réfléchir les choses autrement que par ce cycle de débilité collective auquel nous devons tirer notre attention et essayer d'inventer quelque chose d'autre. Je vais vous présenter aussi quelques réflexions par rapport aux grandes figures de leadership dans le monde. Ça, c'est la photo de Martin Luther King Jr. Vous connaissez tous son grand discours. Dans son discours, le titre portait le sens « J'ai un rêve ». J'ai un rêve. Je vous présente la deuxième figure. Ça, c'est Mahatma Gandhi de l'Inde. Mahatma Gandhi n'a jamais eu un programme, ni un plan. Lui aussi avait un rêve. Malheureusement, lorsque nous voyons la manière dont nos politiques se déroulent, spécialement en RDC, il y a toujours des programmes politiques qui sortent dans les chapeaux des candidats et qui essaient de convaincre la population sur base de ce projet en disant oh, voilà ce que je vous propose comme programme, comme plan. Ce sont ces plans qui vont aider notre pays à émerger ou à sortir de la misère. Mais si on essaie d'évaluer depuis Mobutu, il y avait par exemple le projet Objectif 80, agriculture priorité de priorité, voulait faire de la RDC le grenier de l'Afrique et du monde. Il avait même fait un programme spatial, construire un fusée qui a fini sa course dans un lac. Avec Joseph Kabila, nous avions 5 chantiers, 2006, Révolution de la modernité, 2011, Félix Tshisekedi est venu avec les 100 jours, projet des 100 jours. En faisant l'évaluation de tous ces projets, le Congo n'a pas décollé. Bref, le Congo n'a pas besoin d'un programme politique. Le Congo a besoin d'un rêveur, de quelqu'un qui nous fera rêver autre chose que ce que nous avons vécu jusque-là. L'exemple, Lumumba par exemple, Lumumba n'avait pas un projet politique, il avait un rêve. Je pense que c'est, à mon humble avis, que c'était l'une des raisons pour laquelle il s'est fait tuer. En dehors de Lumumba, il y a également Laurent Désiré Kabila. Il n'avait pas un programme politique, il avait un rêve pour le Congo. La grandeur de notre pays se cache dans les rêves que nous pouvons nous construire nous-mêmes, nous l'imposer et travailler pour le réaliser. Que faire pour que la RDC sorte de ces cycles infernaux de débilité visible? Nous devrions rentrer dans notre histoire. Et l'histoire de la RDC en 2003 a démontré à la face du monde un génie politique exceptionnel. La formule 1+4, c'était une formule unique, authentique, originale, pensée, conçue uniquement par la RDC, par son contexte.
moi je vous propose que nous puissions rentrer dans cette histoire et reconduire le même modèle politique. Mais j'ajoute un aspect multiplié par la diaspora. Ça veut dire un président plus 4 vice-présidents fécondés par les énergies de la diaspora. Aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que Israël, c'est un pays fort, mais ce qui fait la force de ce pays, c'est le fait que les forces internes sont fécondées constamment par la diaspora juive, qui alimente les systèmes militaires, les systèmes intellectuels, les systèmes culturels, et ça fait une ébullition constante d'un peuple qui se construit les mythes de la grandeur parce qu'il s'est dit qu'il est choisi par Dieu. Par exemple, si ce principe était appliqué en 2018, vous vous souvenez en 2018, Félix Tshisekedi élu comme président de la République. Qu'est-ce qui pourrait arriver si on avait choisi le même principe du génie politique congolais? Voilà ce qui pourrait arriver. Félix Tshisekedi serait président de la République avec les 4 vice-présidents dont Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Mponyo et Vital Kamerhe. Imaginons que chacun de ces individus a 5 projets. Parce que on rentre encore dans les cycles des projets. Félix Tshisekedi nous propose 5 projets politiques. Martin Fayoulou nous propose 5 projets politiques. Moïse Katumbi nous propose 5 projets politiques. Matata Mponyo nous propose 5 projets politiques. Vital Kamerhe nous propose 5 projets politiques. Ça fait 25 projets politiques, mon Dieu. Et ces 25 projets pourraient faire l'objet du rêve congolais. Et si ces rêves congolais de 25 projets politiques se feraient féconder par les énergies du génie de la diaspora congolaise des 4 coins de la terre, oh mon Dieu, les Congos seraient devenus une référence dans le monde. Et on pourrait même briser les 5 mandats pour en faire 25. On pouvait donner la chance à ces 5 personnages de diriger notre pays avec ce rêve de 25 projets qui sera suivi et coordonné par les parlements. Et je vous fais visiter le rêve que ces 5 personnages pourraient faire. Et après 25 ans, je vous propose une image de quoi pourrait ressembler la RDC. Voilà comment pourrait ressembler notre pays si on se construisait un modèle politique authentique. 4 vice-présidents, un président fécondé par les énergies de la diaspora. Il y a des Congolais qui travaillent à la NASA aujourd'hui, d'autres travaillent chez Google, d'autres travaillent chez Apple, d'autres travaillent dans les grands systèmes internationaux. Si chaque année, tous ces génies reviennent en RDC, féconder le rêve du génie politique congolais, notre pays ne serait pas là où il est aujourd'hui. Voilà la réflexion que je vous propose. Voilà la formule que je vous propose. Ça veut dire 4 vice-présidents, un président fécondé par les énergies de la diaspora congolaise. Vous allez me dire, mais tu es en train de rêver ou quoi? Est-ce que c'est possible que la RDC s'arrache entre les griffes de la mafia internationale, de tous ces circuits de pillage des ressources naturelles de la RDC? Est-ce que c'est possible? Moi, je réponds oui, c'est possible. Pourquoi? Ça, c'est Edward Snowden qui a dévoilé les systèmes d'espionnage des Américains de Prism, par lequel les Américains espionnent les citoyens américains et d'autres leaders politiques du monde. Mais ce qui est génial dans cette histoire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, toutes les caméras sécuritaires américaines n'ont pas su arrêter Snowden.
Snowden a échappé à tous les systèmes, à tout cet arsenal sécuritaire américain. Si un individu, citoyen américain, peut échapper au contrôle sécuritaire, une sécurité de pointe, si un individu peut échapper, ça veut dire en tout cas qu'une nation, si elle s'organise, elle peut aussi échapper entre les griffes de ces néocolonialismes. Vous allez vous demander, est-ce possible? Oui, c'est possible. Allez par exemple au Cuba. Comment est-ce que Fidel Castro a vécu longtemps alors que le Cuba est un pays très proche des États-Unis? Comment est-ce que Fidel Castro a pu résister pendant longtemps? Parce que Fidel Castro n'était pas tué vite, il a mené des luttes et des oppositions face aux États-Unis. Tout simplement parce que Fidel Castro était protégé par son peuple. Il était protégé par son peuple. Le fait que nous, il est difficile de nous en sortir, c'est que nous nous faisons trahir par nos propres frères. Et donc, nous devons couper ce cycle. Couper ce cycle des pensées que nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous pouvons nous en sortir parce que Snowden, c'est un exemple vivant. Et je voudrais que la RDC redevienne les Snowden des États africains. C'est possible, si elle se décide bien sûr de le faire. Je finis cette présentation avec la pensée de cet immense penseur congolais, Kamana, qui disait qu'il y a une urgence de réimaginer l'éducation de la jeunesse congolaise et africaine. Merci de m'avoir suivi, je m'appelle Meso Kungulo, impliqué dans la promotion de la culture de l'intelligence et des innovations. Merci de m'avoir suivi, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, partager, ça me fera toujours plaisir. À très bientôt, paix à vous.